En avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler d'argent évidemment, comme d'habitude avec Philippe Spanghero. On va parler de l'argent gallois. Et là, il y a peut-être du coup, on va peut-être pas en parler longtemps parce qu'il y a plus beaucoup d'argent dans les caisses du rugby gallois. Le rugby gallois est-il au bord du précipice, Philippe Spanghero? On sait que sportivement ça va pas trop, ça c'est une certitude. Mais d'abord, on va se poser une question en préambule pour que tout le monde ait la même base d'information. Comment est constitué le rugby gallois, Philippe Spanghero? 4 franchises en URC, un championnat amateur, mais au global. Comment est-il constitué? Tu le disais, de plusieurs districts qui viennent abreuver des championnats régionaux qui eux-mêmes sont sous la coupe de provinces qui sont la vitrine de différentes zones géographiques du Pays de Galles. Donc en termes de licenciés, c'est pas une très grosse fédération, hein. C'est un peu moins de 100 000 licenciés, donc ça reste un petit pays, mais malgré tout c'est assez comparable à des pays comme l'Écosse ou l'Irlande en termes de modèle, et c'est vrai que c'est surprenant de les voir décroché à ce point, surtout que c'est une fédération qui a des bases assez solides, on y reviendra, par la propriété de son stade, le Principality Stadium, copropriété puisque la ville de Cardiff est aussi actionnaire minoritaire de ce projet, mais donc il y a tout pour faire au Pays de Galles. Ce qui explique la déliquescence de ce rugby gallois, c'est en grande partie son incapacité à fédérer le monde du rugby, à créer un engouement pour son championnat intérieur et pour ses provinces notamment, parce qu'il y a une désaffection du public pour ces provinces qui ont du mal en plus à figurer dans la compétition qu'est l'URC. Et donc l'économie générée en direct par le rugby intérieur par les provinces est faible, et donc l'économie repose essentiellement sur la fédération qui est en difficulté, qui avait déjà évoqué l'idée de réduire le nombre de provinces en 2019-2020 suite au fiasco de l'annonce, avait repoussé la décision, mais je pense que ça va revenir sur la table rapidement. C'est vrai que quand tu parlais de l'Écosse, par exemple, l'Écosse a 2 franchises avec les 2 villes les plus importantes du pays, Glasgow et Édimbourg, et là, on comprend bien qu'il y a quand même deux franchises, 2 provinces marquées. En Irlande, pareil, hein, à peu près le même nombre de licenciés, mais quand même 4 franchises très différentes, hein. Le Leinster, la capitale Dublin, on a le Munster qui occupe le sud de l'Irlande, on a le Connacht sur la partie ouest, et puis l'Ulster qui est en fait littéralement quasiment un pays, enfin c'est un pays, l'Irlande du Nord, donc il y a quand même 4 provinces, franchises très marquées. Et c'est un peu moins le cas, j'ai l'impression, au Pays de Galles. Philippe Spanghero, on a les 4 franchises, les Cardiff Blues, on a les Dragons de Newport, on a les Ospreys de Swansea, et on a les Scarlets de Clanacley. Mais on n'a pas la sensation que ces franchises-là soient très marquées et que les nuances sont assez fortes pour intéresser. Non, d'abord, elles ont, t'as raison de le dire, c'est exactement ça. Elles n'ont pas réussi à fédérer sur leur territoire. Et tu prenais l'exemple de l'Écosse et de l'Irlande. L'Irlande est très homogène en termes d'implantation de ces provinces sur le territoire. C'est pas du tout le cas du Pays de Galles, qui pourtant est un petit pays, mais qui n'arrive pas à préempter le nord du pays par une province. Il avait été question de délocaliser la province des Dragons dans le nord du pays pour préempter un peu ce territoire. Donc il y a beaucoup de réflexions dans ce rugby gallois, qui a été exacerbé en plus par la tension et le bras de fer l'année dernière entre la fédération et ses joueurs professionnels sur le sujet des contrats et de l'évolution de leur salaire et des règles de sélection qui leur permettaient éventuellement de jouer à l'étranger tout en restant sélectionnables. Donc il y a beaucoup de sujets avec en plus aujourd'hui finalement ce qui devait arriver, c'est-à-dire l'équipe nationale en grande difficulté, puisque quand vous n'avez pas le vivier sur votre territoire pour former des grands joueurs et puis des provinces assez fortes pour faire émerger vos joueurs au plus haut niveau et qu'ils arrivent à se développer et à mûrir dans ce championnat, parce que quand on regarde aujourd'hui, clairement, les provinces galloises, elles vivent grâce à l'URC, qui est un championnat
dont on a du mal à jauger vraiment le niveau sportif. Et malgré ça, vous avez les Cardiff Blues qui sont 5e en ce moment de ce championnat, les Scarlets 6e. Et puis derrière, ça décroche. Vous avez les Ospreys 11e et les Dragons qui sont derniers, même après la plus mauvaise province italienne qui a du mal à exister avec un budget très faible, qui sont des budgets de milieu, voire bas de tableau de Pro D2 en France. Ah, c'est dingue. Hein. Et pourtant, en 2021, il y a un grand chelem. Non, il n'y a pas un grand chelem, il y a un titre. Il n'y a pas un grand chelem, mais il y a un titre dans le tournoi de destination. C'était l'arbre qui cachait la forêt. Parce que déjà, il y avait des signaux. Écoutez ce que dit Fabien Galtier cette semaine en conférence de presse, on l'écoute. On a eu l'habitude de jouer face au Pays de Galles qui avait dominé, on va dire, les 3 derniers mandats avec l'Angleterre. À partir de 2020, le rapport de force s'est inversé, même si ils ont gagné le tournoi 2022. 21 ou 22 21. 22, c'est nous le grand chelem. 21. C'était il y a peu de temps quand même. Et quand on prend leur compo d'équipe, il y a encore des joueurs qui ont vécu cette épopée, donc Faletao, Liam Williams, Renwright, Thomas Williams, Josh Adams, sont encore des joueurs qui ont vécu ces grandes époques, cette grande époque galloise. Et puis, il y a des jeunes joueurs qui débarquent, qu'on connaît moins, qui évoluent dans le rugby gallois qui est moins brillant que par le passé. Donc, sur le papier, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, dans le rugby gallois et dans l'équipe du Pays de Galles, aujourd'hui, une transition qui est difficile, puisqu'ils sont sur une série de défaites aussi importante et qui performent moins depuis 2021. Voilà, donc Fabien Galtier, cette semaine en conférence de presse, montage Clément Combe, et il parle de cette bascule à partir de 2020. Tu parlais d'arbres qui cachaient la forêt. 2021 cache clairement la forêt, de tensions qui ont éclaté ensuite entre les internationaux et la fédération. Oui, mais qui, je le répète, avait émergé avant financièrement parce que le rugby gallois était déjà en difficulté et en 2019, s'est posé la question de réduire, de passer de 4 à 2, voire une seule province. Et honnêtement, pour moi, ils ont loupé le coche à ce moment-là. Quand on voit le rugby italien aujourd'hui, ils ont 2 provinces. Leur économie permet de supporter et d'accompagner les joueurs professionnels internationaux de 2 provinces, comme l'a fait l'Écosse. Et ce qu'a pas su faire le Pays de Galles à ce moment-là, parce qu'ils ont succombé à la pression de la base de fans des différentes provinces existantes, et ils n'ont pas su gagner ce bras de fer. On va dire d'image ou médiatique, je ne sais pas comment l'appeler, et c'est dommage parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps, et puis ensuite ils sont rentrés dans un engrenage, et Fabien le disait très bien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su se régénérer. Ils ont eu une génération dorée jusqu'à 2019, il y a ce titre en 2021, mais je le répète, qui n'était pas évident du tout, et puis en effet il y a quelques joueurs historiques qui sont encore là, mais cette nouvelle génération, elle a du mal à se hisser au niveau parce qu'elle joue dans des provinces qui ne sont pas un très haut niveau de performance, qui jouent dans un championnat, l'URC, qui est pas d'un très haut niveau encore aujourd'hui, moyen. Et puis ensuite, malheureusement, vous avez en plus ces équipes qui ne figurent plus dans la Champions Cup pour essayer d'aller se confronter à ce qui se fait de mieux en Europe, qui joue la 2e Coupe d'Europe, la Challenge Cup. Et donc, il n'y a rien qui permet à ce rugby gallois de se confronter à ce qui se fait de mieux régulièrement dans la saison, et donc c'est très compliqué d'accompagner des joueurs à fort potentiel à émerger au plus haut niveau. Donc le rugby gallois a besoin de se réinventer économiquement d'abord, pour ensuite retrouver les premiers rôles en URC, parce qu'on le rappelle quand même, la règle de l'URC, c'est le classement de l'URC qui permet de définir les places pour la Champions Cup et la Challenge Cup. Donc, comme les Écossais figurent mal dans les 8 premiers, donc comme les Écossais, les Gallois ces dernières années ont mal figuré dans ce classement de l'URC, et c'est aussi pour ça, de façon logique, même si les gens ne le comprennent pas toujours, je fais une aparté, mais pourquoi les Sud-Africains jouent la Champions Cup régulièrement, ou la Challenge Cup pour certaines provinces, mais plutôt la Champions Cup, c'est parce qu'ils sont devenus actionnaires de ce championnat de l'URC, et que de fait, ils sont éligibles à la règle du classement de l'URC. Et donc, les Sud-Africains ont aussi fait mal dans le classement aux Gallois, parce qu'ils ont pris leur place pour la plupart. Et donc voilà quel est le problème du rugby gallois. Donc quelles sont les solutions? Elles existent parce qu'aujourd'hui cette fédération, elle est comparable en termes de chiffres et de budget à la fédération irlandaise. Et dans son modèle, elle est assez similaire. C'est-à-dire que c'est une fédération qui a à peu près 110 millions d'euros de budget, ce qui est beaucoup à l'échelle de son nombre de licenciés et du nombre de championnats et de joueurs qu'elle a soutenus. Et puis il y a des ressources. Il y a ce stade, il est mythique.
C'est quand Il y même a ce fort. stade mythique. Alors, d'abord, c'est le 3e plus grand stade du tournoi Destination et c'est le 2e plus grand stade avec le toit rétractable au monde. Donc, il offre plein de solutions en plus en cas de problèmes météorologiques. Il fait 73 000 personnes. Il est la propriété de ce rugby gallois. Il a été conçu en 1999 pour un budget à l'époque qui n'était pas aberrant d'à peu près 200 millions d'euros. Donc ça fait ça fait 25 ans maintenant que la fédération galloise l'a amorti. Donc son actif, il est quand même propriétaire en grande partie maintenant de la fédération galloise et plus des banques. Donc les solutions existent, mais je pense que la problématique de ce rugby gallois, c'est la dimension politique et d'accepter de faire marche arrière en disant qu'ils n'ont plus les moyens de financer ces 4 provinces et soit de les fusionner, soit d'en dissoudre carrément. Donc c'est un choix difficile et politiquement qui est dur à assumer, mais je crois qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent demain retrouver les premiers rôles et avoir encore une fois des équipes qui jouent les grandes compétitions européennes, qui permettent à leurs jeunes joueurs de se confronter au très haut niveau et de retrouver une équipe nationale performante.